Mesdames et messieurs, les jurés, mesdames et messieurs, après cette introduction, vous connaissez et les faits et les circonstances qui régissent cette affaire. C'est pourquoi il n'est pas question pour moi de vous présenter les circonstances qui justifient le procès de Busiris. Je vais me cantonner, dans les 10 prochaines minutes, à vous présenter la solution qui me semble être la plus juste. La solution qui me semble être la plus juste est que Busiris doit être reconnu coupable de haute trahison envers ses pairs, envers les juristes. Dans mon réquisitoire, je serai relativement bref. Je serai bref car je suis tout à fait persuadé que mon opinion n'est pas si éloignée de la vôtre. Nos opinions sont similaires en raison de 2 principes, qui sont le sophisme de Busiris et la définition du droit qui ressort de cette pièce. J'aborde ainsi mon premier point, mais avant cela, entendons-nous bien sur les termes. Que signifie le sophisme? Le sophisme, c'est argumenter dans un sens et être capable d'argumenter dans le sens parfaitement opposé. L'exemple parfait de cette définition, c'est Busiris. Busiris, comme il l'a déjà été dit, a justifié, en se fondant sur 3 manquements du droit, en quoi la guerre de Troie devait avoir lieu, et a tout de suite retourné son argumentation pour dire en quoi la guerre de Troie ne devait pas avoir lieu. La question que je vais vous poser à présent, c'est de savoir si Busiris a-t-il raison ou non d'être un sophiste, si un juriste, s'il est opportun pour un juriste d'être un sophiste. Pour répondre à cette première question, je vais me référer au texte de Giraudoux. Démocos, lorsqu'il introduit Busiris, dit la phrase suivante: « Avance Busiris, ta mission commence. » Et avant même la première prise de parole de Busiris, on peut apercevoir que Busiris paraît sous l'influence, sous l'autorité de Démocos. Busiris représente le pouvoir judiciaire dans cette pièce. Et il est justement soumis au pouvoir législatif qui est représenté par Démocos, Démocos étant le chef du Sénat. Mais la soumission du pouvoir judiciaire ne s'arrête pas là. En effet, Hector, lorsqu'il s'adresse à Busiris, lui dit la phrase suivante: « Ou ces gardes te mènent en prison, pour des années, ou tu pars ce soir même couvert d'or. » Ainsi renseigné, soumets de nouveau la question à ton examen le plus impartial. Et dès le moment où Hector dit cette phrase, Busiris va complètement changer son argumentation. Chaque parole de Busiris apparaîtra comme le reflet de la pensée d'Hector. Et c'est justement, on peut voir ici, une seconde influence sur le pouvoir judiciaire, mais cette fois-ci par le pouvoir exécutif. En effet, Hector est le prince de Troie. Ainsi, cette citation que j'ai faite du texte de Giraudoux nous prouve en quoi il n'est pas souhaitable pour un juriste d'adopter un comportement de sophiste. Ce qui m'amène à mon second point. Laissez-moi vous raconter une histoire. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un écrivain. Un écrivain qui reçoit un ouvrage inachevé, un ouvrage dont il souhaite poursuivre l'écriture. Que va-t-on conseiller à cet écrivain? De se jeter tête baissée dans la rédaction? Bien évidemment, non. On va souhaiter à notre écrivain, on va lui conseiller même de prendre connaissance des premières pages qui ont été rédigées par le précédent auteur pour connaître l'histoire du roman, ses personnages, son intrigue, son style. Et c'est tout en gardant à l'esprit cette histoire préconçue dont il a hérité que notre écrivain pourra,
démarrer son travail littéraire? Eh bien, laissez-moi vous dire que cet écrivain représente l'exemple type du juriste et de son œuvre. Un juriste, lorsqu'il est amené à appliquer le droit, à interpréter, est dans l'obligation de prendre en considération les interprétations précédentes des tribunaux, des autorités judiciaires. Et c'est uniquement en prenant compte de cette interprétation précédente qu'il pourra construire son raisonnement de manière logique, de manière cohérente. Je ne demande pas aux juristes de ne pas interpréter, de ne pas innover. Je demande simplement aux juristes de poursuivre le fil conducteur qui a été voulu. La question qui va nous retenir à présent, ça va être de savoir, est-ce que le comportement de Busiris s'inscrit dans cette définition du droit que je vous ai donnée? La réponse est très évidente. Busiris ne se base pas sur cette définition. Busiris se base sur la définition d'Hector. Selon Hector, le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination. Jamais poète n'a interprété la nature aussi librement qu'un juriste la réalité. Et c'est bien là le nœud du problème. Busiris se base sur une définition du droit qui va réguler, contrôler son activité de juriste. Certains objecteront, et c'est, je le pense, ce que fera la défense dans quelques minutes, qu'il n'y a pas de problème là-dedans, que la définition donnée par Hector sur laquelle s'appuie Busiris est tout à fait souhaitable. Cependant, je vais vous prouver que ce n'est pas le cas, que la définition du droit donnée par Hector est illégitime. Elle est illégitime car Hector, lorsqu'il s'adresse à Busiris, s'adresse à celui qui se prétend, selon Démocos, le plus grand expert vivant du droit des peuples. Comment peut-on penser sincèrement et réellement qu'un néophyte dans le domaine juridique, Hector, j'ai une très grande sympathie pour Hector, mais parlons franchement, qu'est-ce qu'il y connaît au droit, Hector? Et donc, Hector va apprendre aux plus grands juristes ce qu'est la science juridique, comment interpréter. Et Hector ne s'arrête pas là. Hector va même aller dire à Busiris que la consultation dans la vie de droit, ce n'est pas juridique. Ce qui est juridique, c'est l'interprétation. C'est exactement pour ça que la définition donnée par Hector du droit n'est pas légitime. Laissez-moi encore illustrer mon propos. Busiris, qui, lorsqu'il rend son avis de droit, va, comme je vous l'ai dit, faire une imagination, pas une consultation. Reprenons le premier manquement qui est invoqué par Busiris pour justifier une guerre, la guerre de Troie. Busiris va dire que les Grecs ont tissé leur pavillon non pas au ramas, mais à l'écoutière. Je ne suis absolument pas un spécialiste ni de l'aviation, ni de la marine, mais je demande à chaque personne dans cette salle de me montrer sur un bateau où se situe le ramas, où se situe l'écoutière. Ne réfléchissez pas trop longtemps à cette question, car ni le ramas ni l'écoutière existent. Et c'est précisément ce qui nous prouve que Busiris, lorsqu'il imagine, lorsqu'il ne rend pas une consultation, est amené à un résultat qui est absolument improbable. Voilà pourquoi, outre le fait que Busiris n'est pas un juriste de qualité, le droit est le point central, l'élément central de notre procès. Ce qui m'amène au terme de mon réquisitoire. Mais avant de terminer, permettez-moi de récapituler les points qui ont été discutés. Je ne vous ai pas seulement montré en quoi le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif pouvait être dangereux pour le droit. Je vous ai montré en quoi le sophisme était néfaste pour un juriste. Je ne vous ai pas seulement montré en quoi donc, comme je vous le disais, le sophisme est néfaste pour les droits. Je ne vous ai pas seulement montré en quoi l'imagination est néfaste dans l'interprétation. J'arrive à présent
au terme de mon discours. C'est maintenant à vous, mesdames et messieurs les jurés, de poursuivre la rédaction de ce roman. Merci. Mesdames et messieurs, défendre Busiris, c'est peut-être d'abord rappeler les circonstances qui voient ce soir cet homme accusé. Nous ne pouvons pas commencer une défense avant de parler du contexte, parce qu'il y a dans le contexte non seulement des arguments de défense, mais ceux qui tempèrent, si la culpabilité devait être retenue, la portée de cette culpabilité-là. Au fond, les faits mettent Busiris en situation de devoir commettre une infraction si l'on considère qu'il a commis cette infraction. Alors, quels sont ces faits particuliers? Un chef de guerre, un chef d'État qui hésite à répondre à l'offense des Achéens et à déclencher la guerre. Préoccupation plutôt singulière, il veut faire du droit. Mais pourquoi déclenche-t-on des guerres? Par goût de la conquête? Par nécessité de sa propre défense? Par ambition territoriale peut-être? Par besoin d'étendre le domaine de la lutte? Il est très rare qu'à l'origine d'une guerre, il y ait une réflexion juridique. Aujourd'hui, cela est peu commun. Il y a 3000 ans, cela paraît totalement insolite, pour ne pas dire étrange. Nous avons donc Priam, roi de Troie. Il veut la guerre, il n'est pas certain qu'il la veuille. Son épouse, Écube, présumée pacificatrice, croyant à la vertu de la vie plus qu'aux beautés de la gloire et de la conquête, la rejette. Au fond, la première lâcheté de Priam, c'est de vouloir faire du droit. Ce n'est pas de dire « je veux » ou « la nécessité me guide », mais est-ce que j'ai le droit de faire? Est-ce que je le peux? Cette démarche consiste à déporter sur un juriste, Busiris, spécialiste du droit international de l'époque, nous dit-on, la responsabilité qui appartient aux politiques. À l'origine de la situation de Busiris, il faut donc mettre en évidence une étrangeté qui ressemble à s'y méprendre à une lâcheté de Priam. Ce n'est pas par scrupule que Priam, encouragé par Démocos, sage représentant du Sénat, demande s'il peut livrer la guerre. C'est pour sa propre protection. C'est pour prendre appui sur l'opinion d'autrui et ne pas se voir imputer la guerre elle-même ou l'abstention de celle-ci. Donc, une première analyse. En amont, celui qui esquive sa responsabilité. D'abord Priam, ensuite nous le verrons Hector. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, mesdames, messieurs les juges, lorsque vous jugerez de la responsabilité de Busiris. Maintenant, Busiris lui-même. Il est un juriste. Il connaît donc les catégories et les principes, et notamment les circonstances dans lesquelles l'on peut considérer que l'on est victime d'une agression, agression justifiant à son tour la riposte ou la guerre. L'on peut considérer comme agression la manière dont on hisse le mât, la manière dont on pénètre dans des eaux territoriales, la manière dont on accoste, toute chose relevant, au fond, beaucoup du droit de la mer d'antan, sur lequel les contemporains auraient difficilement des opinions. Mais ce n'est pas simplement que les opinions des contemporains qui peuvent être variables. Celle d'un spécialiste, elle aussi connaît des variations. C'est si vrai que dans les exemples donnés par Busiris, du temps où il considère la guerre comme légitime, il évoque aussitôt la possibilité d'interpréter des signes autrement que comme des provocations à la guerre. Vous avez là le problème du juriste. Il connaît la loi, mais doit l'appliquer aux faits. Et dès qu'il doit l'appliquer aux faits, cette fameuse subsomption qui, croyez-moi, a fait des victimes sur les bancs de la faculté de droit, de constater
qu'il y a des applications variables, des interprétations possibles. D'ailleurs, Hector, fils de Priam et d'Écube, prince de Troie, le dit. Busiris, je te demande une consultation, mais plus encore, je te demande une interprétation. Au fond, je ne veux pas savoir de toi quel est le droit. J'aimerais savoir quel est le droit, quel serait le droit appliqué à l'espèce. En réalité, Busiris, donne-moi la raison d'agir ou de ne pas agir, conclus à ma place. Une fois encore, je me défausse sur toi, expert, de la responsabilité du chef d'État. Alors, que peut faire ce pauvre Busiris, ainsi alourdi d'une responsabilité qui n'est pas la sienne? Lui est un homme de savoir, ce n'est pas être un homme de décision que d'être un homme de savoir. Busiris répond ce que l'intelligence peut dire, soit une version, mais aussitôt saisi par la possibilité ou l'opportunité de soutenir le récit inverse. Ainsi, tour à tour, et selon qui le lui demande, ce qui posera la question de la liberté de qui consulte, avant même que de parler de la liberté de qui plaide, Busiris a l'obligation d'orienter sa réponse, toujours en fonction des possibles, mais en fonction d'une attente. Busiris, dès ce moment-là, n'est plus un homme libre. Il n'est plus un homme libre parce qu'il doit satisfaire une attente, non pas la sienne, mais celle de qui le consulte. Sa parole devient donc, comme sa pensée, pour partie serve. Il s'agit de satisfaire une exigence qui n'a plus rien à voir avec le scrupule de vérité, à supposer que ce scrupule existe, mais à avoir avec la nécessité de pacifier une attente, de répondre à une exigence. La question de Priam, respectivement celle d'Hector, est gouvernée par le statut de chef d'État. La réponse de Busiris sera le contraire d'une réponse académique, elle sera une réponse orientée. On peut évoquer ici l'école pyrrhonienne, avec une légère anachronie. Cette idée qu'il est si difficile de trancher, si difficile de conclure. Et l'intelligence, si elle est scrupuleuse, ce qu'on ne permet pas à Busiris d'être scrupuleux en intelligence, puisqu'on lui demande de conclure. Mais cette intelligence, si elle est scrupuleuse, suspendrait perpétuellement le jugement parce qu'elle sait que toute conclusion est une injustice. Au fond, sabrer, c'est élire, mais élire, c'est-à-dire juger, c'est sabrer. Oublions un instant Pyrrhon pour en revenir au malheureux Busiris. Il n'est plus un homme libre, vous le disais-je, parce qu'on le consulte au titre de sa connaissance, mais on attend de lui autre chose que l'exposé d'un savoir. Mais une opinion, soit un savoir qui conclut. Tour à tour ainsi, Busiris dira ce qu'on veut qu'il dise, ou ce que l'on s'attend à entendre. Privé de sa liberté, il n'argumente plus, il sert. Et là, c'est le débat platonicien très antique qui traverse la philosophie. Faut-il rechercher la vérité ou faut-il servir une vérité? Chez Platon, le philosophe recherche la vérité. La dialectique est l'instrument qu'il met en œuvre pour parvenir à cette fin. Il devrait, dans sa recherche, être désintéressé. C'est par là, je veux dire, peu lui importe ce que sera la vérité qu'il trouvera, seul lui importe la vérité. C'est aux antipodes du sophiste, dont je disais qu'il sert une vérité, ce qui crée naturellement un grand mépris chez le Platon philosophe. Au fond, ici, la vérité est un a priori, là, la vérité est une destination. Le philosophe parvient à la vérité, le sophiste triomphe ou fait triompher une vérité nécessaire et préétablie, celle d'une cause.
toute la différence ici entre l'intelligence désintéressée et l'intelligence qui sert un intérêt. Et pour conclure, mesdames et messieurs, Busiris, qui par formation de juriste, par formation académique, devait se trouver dans la position de celui qui cherche ou dit la vérité, sans a priori et sans nécessité, est précipité par l'exigence du pouvoir politique dans la position de celui qui doit servir une vérité, servir plusieurs vérités. Au fond, Busiris trahit sa mission originelle et profonde. Merci. Aujourd'hui, je représente l'accusation. L'accusation dans le cadre du procès de Busiris. C'est pourquoi, après ce que je viens d'entendre, je me considère dans l'obligation de répondre. Dans l'obligation de répondre, car j'ai entendu à plusieurs reprises que Busiris était qualifié de pauvre, de malheureux, que Busiris n'était pas libre. Seulement, prétendre que Busiris est pauvre, malheureux, qu'il est privé de sa liberté, revient précisément à dénaturer les faits, et j'irai plus loin, à défigurer la réalité. Il est tout à fait acceptable et tout à fait concevable pour moi de penser qu'un juriste doit adapter le droit en fonction du cas d'espèce, comme cela a été dit. Sauf que le juriste doit se protéger. Il doit se protéger, car s'il est vraiment un juriste, du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Busiris peut adapter, comme je l'ai dit, le droit à la réalité, mais doit toujours le faire dans un souci de logique, de cohérence, s'il se prétend juriste. Ensuite, comme je l'ai déjà dit, Busiris a été qualifié de pauvre. Que s'est-il passé une fois que Busiris a complètement retourné son argumentation? On n'a plus entendu parler de lui. Mais souvenez-vous bien d'une chose. Qu'a dit Hector à Busiris avant qu'il renverse son argumentation? Il lui a dit, soit tu gardes cette argumentation et donc tu iras en prison, soit tu changes ton argumentation et tu pars ce soir et tu seras couvert d'or. Donc, que s'est-il passé? Busiris est-il en prison? Je ne le pense pas. Je pense que Busiris est reparti couvert d'or. Alors qualifier Busiris de pauvre alors qu'il est couvert d'or, je pense cela un peu paradoxal. Je pense que ce que je viens de vous dire ne fait que confirmer ma théorie, ma thèse sur ce procès. Et celle-ci, c'est que Busiris, malgré tout ce qui vient d'être dit, doit être reconnu coupable de haute trahison par respect pour les juristes. Merci. Mon cher confrère, ma duplique sera courte. Vous prenez l'obligation de répondre en justifiant que vous êtes à l'accusation, mais avez-vous réellement les arguments pour cela? J'en doute. Pour en revenir à votre plaidoirie, vous faites une métaphore du roman. Le juriste doit prendre connaissance des décisions des tribunaux, comme l'écrivain devrait prendre connaissance du début de ce roman. Mais j'aimerais alors vous poser une question, chers confrères. Que faites-vous si vous êtes confronté à l'obligation? Que pensez-vous, plutôt, d'un revirement de jurisprudence? Si l'on se conforme sans cesse aux décisions précédentes, si l'on suit la trace, suit le mouvement, cela ne fait pas vraiment avancer les choses. Je doute, chers confrères, que vous soyez atteints d'une sorte d'immobilisme
de la pensée. D'ailleurs, le bâtonnier Bonan le disait, la conviction est l'immobilisme de la pensée. Vous parliez aussi d'Hector dans votre plaidoirie, ce qui m'a amené à me poser la question, mais avait-il assez d'arguments pour accuser mon client, pour prendre autant de temps pour parler d'un autre protagoniste de la pièce, mais malheureusement, il n'est pas un protagoniste dans ce procès. Une dernière chose, chers confrères, vous me riez au nez quand je traite mon client de pauvre. Évidemment, je suis peut-être à un niveau plus philosophique que le vôtre. Vous incarnez plutôt bien votre statut de procureur en associant le terme pauvre uniquement à l'argent. Merci.